Et je vais passer la parole au professeur, qui est professeur honoraire et puis en Suisse et puis émérite en France de l'Université de Bretagne occidentale. Et c'est vraiment, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conférence. Donc voilà, le titre de mon intervention, c'est Pourquoi Piaget, force et actualité de l'œuvre de Jean Piaget. Quelques remarques, évidemment, je ne vais pas aborder, enfin, je ne vais pas épuiser le sujet. Donc dans cet exposé, je tente de montrer ce que j'ai appelé la fécondité et la pertinence de l'œuvre de Piaget pour les recherches contemporaines en éducation. Évidemment, c'est une lecture orientée du texte que Édouard Gentaz avait partagé. On pourrait dire plein d'autres choses sans doute plus intéressantes que je n'en dirai de ce texte, mais enfin là, c'est une lecture orientée avec la fois l'intérêt épistémologique et pratique du texte. Il y aura aussi une petite réflexion sur les concepts théoriques et la méthode propre à Piaget. Et puis il y aura la question des preuves d'efficacité pour terminer tout à fait à la fin de l'exposé, et de la question du passage à grande échelle d'un dispositif qui est par ailleurs testé en environnement contrôlé, ce qu'on appelle un environnement contrôlé. Alors, donc voilà les quatre parties. Donc une première petite étude commentée, des notions piagétiennes, l'œuvre piagétienne et les méthodes, et puis sur les preuves d'efficacité. Alors, les diapos sont fournis, comme je sais difficilement faire autrement, donc je vous incite à travailler la lecture rapide par l'intermédiaire de cet exposé. Donc, le premier thème sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est ce que Piaget appelle la réciprocité entre la société adulte et l'enfant. Alors là, il y a une longue citation de Piaget. J'ai mis donc toujours dans ce texte, j'ai mis en gras des aspects essentiels de mon point de vue. Alors, Piaget nous dit on peut concevoir le rapport entre la société, l'adulte et l'enfant comme unilatéral ou comme réciproque. Alors, dans le premier cas unilatéral, l'enfant est appelé à recevoir du dehors les produits tout élaborés du savoir et de la moralité adulte. La relation éducative est faite de la pression d'une part, et de réception de l'autre. Pression du professeur et réception, au sens plutôt négatif passif du terme, de l'élève. Alors, d'un tel point de vue, les travaux d'élèves, dont on va parler dans ce qui suit, même les plus individuels, participent moins de l'activité réelle de la recherche que de l'exercice imposé ou de la copie d'un modèle extérieur. C'est pareil du point de vue moral et éthique. Sans arrêt, Piaget, dans ce texte, égale les deux aspects. Inversement, dans la mesure au contraire où l'enfance est considérée comme douée d'une activité véritable et où le développement de l'esprit est compris dans son dynamisme, le rapport entre les sujets à éduquer et la société devient réciproque. Donc l'enfant tâche à se rapprocher de l'état d'homme, non plus en recevant toute préparée la raison et les règles de l'action bonne, mais en les conquérant par son effort et son expérience personnelle. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En retour, la société attend des nouvelles générations, mieux qu'une imitation, un enrichissement. C'est pas trivial, je pense, et j'en dirai quelques mots de plus tout à l'heure. Deuxième point, ça pourrait étonner peut-être, Piaget développe une conception sociologique de l'éducation. C'est-à-dire que, par exemple, il écrit à propos de Rousseau, s'il avait étudié lui-même les lois de cette maturation psychologique dont il postule sans cesse l'existence, il n'aurait pas dissocié l'évolution individuelle du milieu social. À propos de Pestalozzi corrigeant Rousseau, il dit des choses du même type. L'école est une vraie société dans laquelle le sens des responsabilités et les normes de la coopération suffisent à éduquer l'enfant, sans qu'il soit besoin d'isoler l'élève en son individualisme. Et à propos des méthodes nouvelles, Piaget nous dit elles ne devaient se constituer réellement qu'avec l'élaboration d'une psychologie ou d'une psychosociologie systématique de l'enfance. Donc là aussi, une espèce de rencontre et de synergie nécessaire entre psychologie et sociologie. Un autre point qui est crucial, qui est sous-entendu dans tout ce que je dis là, enfin tout ce que Piaget dit, c'est cette opposition entre passivité et activité, soumission et autonomie. Donc il y a cette belle phrase, l'école traditionnelle impose à l'élève son travail, elle le fait travailler. Alors, donc l'activité intellectuelle et morale de l'élève demeure hétéronome,
parce que lié à la contrainte continue du maître, susceptible d'ailleurs soit de demeurer inconsciente, soit d'être acceptée de plein gré. Au contraire, dans l'école nouvelle fait appel à l'activité réelle, au travail spontané, fondé sur le besoin et l'intérêt personnel. On reprend la phrase célèbre de Claparède, donc, elle réclame surtout, l'école nouvelle, qu'ils veuillent, les élèves, tout ce qu'ils font, qu'ils agissent, non qu'ils soient agis. Alors, l'idée vraiment importante, me semble-t-il, c'est pour ça que j'ai insisté sur passivité, activité, soumission, autonomie à la suite de Piaget, c'est que cette relation sociale appartient de la manière la plus typique à ce que les sociologues appellent la contrainte, dans l'avant-dernier paragraphe, étant entendu que son caractère coercitif apparaît seulement en cas de non-soumission. Du point de vue moral, le danger est le même. Au verbalisme de la soumission intellectuelle correspond une sorte de réalisme moral. Le bien et le mal sont simplement conçus comme étant ce qui est conforme ou non conforme à la règle adulte. Donc, extrêmement intéressant, me semble-t-il, cet aspect toujours finalement éthique et conceptualisation sont liés dans sa vision des choses. Ensuite, je voudrais insister, je reviendrai sur ce point, mais évidemment, Piaget parle d'assimilation et d'accommodation, et il s'appuie sur cette idée d'adaptation biologique, équilibre entre l'assimilation du milieu à l'organisme et l'accommodation de celui-ci à celui-là. Cela signifie, nous dit-il, que le milieu peut jouer un rôle décisif dans le développement de l'esprit, que le déroulement des stades n'est pas déterminé, et surtout que de saines méthodes peuvent augmenter le rendement des élèves et même accélérer leur croissance spirituelle sans nuire à sa solidité. Et donc, ça me paraît, je reprendrai cette idée dans ce que je vais exposer dans la suite. Un point de plus, je crois que c'est l'avant-dernier dans ma synthèse, c'est le fait que la perception est elle-même un produit déjà fort complexe de l'intelligence pratique et l'éducation des sens à situer dans une activation de l'intelligence en entière. Je pense qu'il y a dans l'œuvre de Piaget tout un aspect crucial sur cette vision finalement très peu intellectualisante, ce qui n'est pas toujours forcément son cas, de la perception, donc comme une activation de l'intelligence. Nous arrivons à l'avant-dernier point, celui-ci. Donc il y a cette idée d'assimilation et d'accommodation et du milieu. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de milieu, mais cette notion d'assimilation et d'accommodation est évidemment essentielle, fondée sur une vision biologique de l'humanité. Et donc, Piaget en arrive à dire que la pensée de l'enfant ne peut jamais d'ailleurs être saisie en elle-même, et indépendamment du milieu. Une sorte de solidarité entre milieu, on pourrait dire situation, et enfant et élève. Il ajoute la compréhension mutuelle fondée sur la parole et la discipline commune basée sur des normes de réciprocité sont ces deux propriétés essentielles de la société que l'élève ou l'enfant doit acquérir, et il parvient, l'enfant, tout à la fois à sortir de lui-même et à prendre conscience de lui dans ce commerce avec la société. Donc là, on a aussi, me semble-t-il, des aspects de la pensée de Piaget tout à fait intéressants et pas forcément toujours suffisamment soulignés. Enfin, dernier point, celui-ci, de ceux que je voulais mettre en évidence, c'est l'idée d'intelligence. Alors, pour Piaget, c'est l'intelligence, dit-il, c'est l'adaptation par excellence, donc l'équilibre entre assimilation continue des choses à l'activité propre et l'accommodation des schèmes assimilateurs aux objets eux-mêmes. Quelque chose qu'on connaît bien dans Piaget. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa centration sur Dewey, puisqu'il dit, comme l'a profondément montré Dewey, l'intérêt véritable apparaît lorsque le moi s'identifie avec une idée ou un objet. Et il a donc une vision de l'intérêt dont on parle vraiment beaucoup, souvent, et pas forcément toujours de manière très claire, extrêmement profonde à mon avis, quand il dit « l'intérêt n'est autre chose en effet que l'aspect dynamique de l'assimilation ». L'intérêt, c'est l'aspect dynamique de l'assimilation. Et je pense que c'est une définition de l'intérêt qui n'est pas triviale, qui gagnerait à être réfléchie et approfondie. Et donc, il y a cette idée que chez l'enfant, c'est la fin de avant-dernier paragraphe, l'assimilation au moi n'est point d'emblée équilibrée
avec l'accommodation des choses, mais l'idée, c'est de produire cette assimilation-accommodation. Le but principal de l'éducation étant de former la raison. Et de nouveau, vient cette question cruciale chez Piaget. La question est de trouver le milieu et les méthodes les plus convenables pour aider l'enfant à la constituer lui-même, cette raison ou cette intelligence. Alors, pour résumer, je reviens sur les points dont j'ai essayé de montrer l'importance là. Le premier point, donc, c'est la réciprocité entre l'adulte, entre la société adulte et l'enfant. On pourrait dire de l'unilatéral à la réciprocité, ce qui suppose donc un enrichissement de la société par l'enfant. Est-ce qu'il ne va pas de soi? Par exemple, est-ce que les travaux d'un élève de CP, ça peut enrichir la société? Si on suit Piaget, d'une certaine manière, oui. On verra peut-être, on commencera à réfléchir à comment tout à l'heure. Une conception sociologique de l'éducation, je reprends toujours les mots de piagénienne, de l'individualisme à la coopération et aux normes de réciprocité. Sur la passivité et l'activité, la soumission et l'autonomie des contraintes et du verbalisme à l'activité réelle dans le travail spontané. Sur la perception, bien la perception comme produit de l'intelligence pratique. L'assimilation et l'accommodation, le milieu de cette méthode peuvent accroître la croissance spirituelle des élèves. Et enfin, l'intelligence, l'adaptation par excellence, l'équilibre entre assimilation et accommodation, trouver le milieu et les méthodes les plus convenables pour aider l'enfant à constituer lui-même sa raison, son intelligence, et, ce que je citais tout à l'heure, l'intérêt n'est autre chose que l'aspect dynamique de l'assimilation. Enfin, juste un point, ça c'est pas Piaget qui le dit, c'est moi qui en fais une remarque générale. On voit que quand on lit ce texte de Piaget, comme quand on lit le reste, mais le texte est particulièrement intéressant de ce point de vue-là, on voit qu'il est vraiment très au-delà de la fausse opposition constructiviste ou constructivisme, enseignement constructiviste, enseignement direct. Il y a eu pendant très longtemps une sorte de norme de l'enseignement constructiviste. Aujourd'hui viendrait parallèlement une norme de l'enseignement direct. Il me semble que si on lit Piaget, on est vraiment dans l'idée qu'il y a une forme de synergie et d'harmonie à trouver entre une forme de constructivisme et une forme d'enseignement direct. J'en dirai peut-être quelques mots un peu plus tard. Alors, deuxièmement, des notions piagétiennes, c'est la deuxième partie de l'exposé, c'est des notions piagétiennes pour l'élaboration d'une science de l'enseignement ou d'une science didactique, etc. Premier point, une vision de la recherche sur l'enseignement-apprentissage qui donne, je l'ai dit, donc une part décisive à la relation entre comportement et milieu. Alors, là où je propose une petite modification, je dis je, mais je suis loin d'être le seul, c'est que le milieu peut être vu vraiment comme un milieu de situation institutionnelle inclus dans une culture. Alors, le milieu est inclus dans une culture, les situations institutionnelles sont incluses dans une culture. Il y avait en didactique des mathématiques en particulier, au tout début, Guy Brousseau disait « Le savoir n'est pas une propriété de la personne, il est un émergent du rapport construit entre la personne et la situation. » Mais il me semble que dans l'œuvre de Piaget, dans ce texte en particulier, mais dans son œuvre en général, il y a de quoi alimenter cette vision. Il y a de quoi alimenter cette vision en proposant finalement une logique de milieu, de situation. Alors j'ai parlé de logique, je voudrais donc en venir sur cette question de la logique, avant de continuer. Je pense qu'il y aurait à opposer ou à penser ensemble, en tous les cas, logique formelle et logique culturelle. Alors j'ai pris deux exemples. Le premier, je pense qu'il est relativement connu, c'est la célèbre tâche de Wasson. Et le problème, c'est, vous le voyez ici, il y a 4 cartes comportant un chiffre sur une face et une lettre sur l'autre, à plat sur une table, etc. C'est tiré de Wikipédia, là, ma diapo. Les faces visibles sont les suivantes, D, 7, 5K, et on demande aux gens qu'est-ce que vous devez retourner pour déterminer la véracité de la règle. Si une carte a un D sur une face, alors elle porte un 5 sur l'autre face. Ça, c'est une application logique classique. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens se trompent, environ 80%. Autrement dit, quand on donne aux gens, même des gens qui sont bien au-delà
enfin, qui sont au stade des opérations formelles, comme dirait Piaget, on voit que la logique formelle, là, n'est pas intégrée et les gens font des erreurs de façon massive. Et il y a eu tout un tas de travail là-dessus, tout un tas de travaux, je n'en dirai pas plus, mais beaucoup de gens se trompent, mais ne se trompent plus lorsque la même tâche est produite dans ce qu'on pourrait appeler une institution sociale. Par exemple, 4 personnes sont en train de boire dans un bar, vous disposez des informations suivantes. La première, c'est la carte D en quelque sorte, boit une boisson alcoolisée. La seconde, a moins de 18 ans, c'est la carte 7 en quelque sorte. La troisième a plus de 18 ans. La dernière boit une boisson sans alcool. Quelle personne devez-vous interroger, soit sur leur âge, soit sur le contenu, pour être sûr que tous respectent bien la règle suivante: si une personne boit de l'alcool, elle doit avoir plus de 18 ans. Évidemment, quand on regarde le problème, là, c'est pour ça que je parlais de logique culturelle versus logique formelle. Quand on regarde ce problème, il apparaît clairement que on va vérifier du côté de la personne qui boit une boisson alcoolisée et vérifier du côté de celle qui a moins de 18 ans. Donc la plupart des gens réussissent. L'idée, c'est que les structures d'inférence, enfin l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que les structures d'inférence sont présentes dans la réalité institutionnelle. Là, par exemple, ce que j'appelle la réalité institutionnelle, c'est le fait qu'il y a une institution de l'alcool interdit aux mineurs, si vous voulez, et on se fonde sur cette institution, sur ce modèle d'institution, ce que Ralph Benedict, l'anthropologue américaine, appelait un modèle de culture, pour raisonner. Alors, sur les modèles de culture, un deuxième exemple, c'est un travail issu d'une philosophe américaine qui s'appelle Cora Diamond, qui est une philosophe des mathématiques au départ, puis ensuite qui a travaillé sur la logique, sur l'éthique. Et elle décrit un travail qu'elle a repris chez Luria, le psychologue soviétique, qui dans les années 30 a travaillé sur les structures logiques présentes en Kirghizie, en Ouzbékistan, notamment chez les villageois Kashgar. Donc ici, if these people, etc., si on dit à ces personnes, il y a des ours dans le Grand Nord, où il neige, et ces ours sont blancs, Novaya Zemlya, qui est dans le Grand Nord, qui a beaucoup de neige, et de quelle couleur les ours sont-ils? Alors évidemment, on attend là, le logicien formel attend qu'on réponde de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la Wilson Task. Eh bien, les gens disent, les Kashgar disent, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je n'ai jamais été là-bas. Et Diamond continue, en dépit de la forte pression des chercheurs qui jouent eux-mêmes leur jeu de langage de la logique formelle, les interrogés insistent sur l'impropriété, l'inadéquation de poser de telles questions. Pourtant, ce sont des gens qui sont tout à fait capables de tirer des conclusions très solides, des choses qui sont familières à leur propre expérience. Mais ils répondent aux investigateurs qui essaient de les pousser à trouver des conclusions. Leurs réponses fonctionnent comme ce que Diamond appelle des grammatical reminders, des rappels grammaticaux au sens d'une grammaire de l'action, et ils disent on parle toujours uniquement de ce qu'on sait, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vu. Votre question, quelqu'un pourrait y répondre qui était là. Si c'est une personne qui n'est pas là, elle ne peut rien dire sur la base de votre question. Si un homme avait 60 ans ou 80 ans et qu'il ait vu un ours blanc, alors là, ou qu'on lui en ait parlé, alors que là, il pourrait être cru, mais en gros, de ce que vous me dites, je ne peux rien dire. Ceux qui voient peuvent dire quelque chose, peuvent parler, et ceux qui ne voient pas ne peuvent rien dire. Donc là, c'est un très bon exemple, me semble-t-il, de modèles de culture différents, de milieux institutionnels différents, qui appellent des structures d'inférence institutionnelle différentes également. Alors, après la Wilson Task et les Kashgar, une autre manière d'illustrer ce que j'appelle la logique culturelle, au sens des modèles de culture, c'est d'en revenir à une situation didactique très, très emblématique, qui est celle du puzzle dit de Brousseau. Donc, les élèves, certains d'entre vous connaissent ça sur le bout des doigts, les élèves sont confrontés à un puzzle, les élèves doivent agrandir
les pièces du puzzle de sorte qu'un segment qui fait 4 sur le modèle fasse 7 sur la reproduction. Donc l'agrandissement doit être proportionnel. Et quand on regarde empiriquement ce qui se passe, on voit que les élèves ne sont pas familiers. Les élèves qui, en 4e et 5e primaire, ne sont pas familiers de la proportionnalité, ils voient ça comme une addition. Donc, en fait, en quelque sorte, le modèle avec lequel ils interrogent ils voient ça comme un problème possiblement résolu par une addition. Donc, ils voient ça comme une addition, ils voient ça avec ce qu'on pourrait appeler en didactique un contrat, c'est-à-dire un système d'habitude, un système d'habitus additif. Et les élèves, donc, ils cherchent tous à découper en ajoutant plus 3. Évidemment, ça ne marche pas, et c'est le début d'une très longue séance, d'une très longue séquence, d'ailleurs, qui intervient après une séquence tout aussi longue de séances, pour que les élèves puissent arriver à comprendre que là, ce qui marche, ce n'est pas de penser les choses additivement, mais c'est de penser les choses multiplicativement. Donc, en synthèse de cette histoire, je dirais que dans l'enseignement, il existe donc une dialectique entre ce qu'on pourrait appeler le déjà là, hein, ici c'est le contrat didactique additif, et le milieu comme la structure symbolique du problème. Ici, c'est l'agrandissement du puzzle. Donc on revient finalement sur ces questions d'assimilation, accommodation, que Piaget appelait l'équilibration. Finalement, je pense que mon hypothèse centrale ici, c'est de se dire, parce que je parlais de la force de Piaget dans mon titre, c'est de se dire qu'il y a une structure fondamentale d'adaptation à un milieu que Piaget a mise en évidence. Évidemment, cette adaptation à un milieu, quand elle est dans des institutions humaines, elle est un peu différente, ou elle est différente de celle qui a lieu dans une adaptation biologique. Alors, elle est différente en quoi? C'est que, selon moi, il y a donc une relation dialectique fondamentale de tout apprentissage, de toute transmission, plus généralement, que la transmission soit personnelle ou collective. Il y a une structure déjà là de manière de faire, de percevoir, de ressentir, de penser, qui est constituée par la fréquentation de situations, institutions spécifiques. On l'a vu dans les 3 exemples qu'on vient de voir. Si on n'a pas de fréquentation de la logique formelle, ben, sur la Wayson Task ou sur les questions que Luria pose au Kashgar, on va hésiter, ou on va rater, ou on va dire que ça ne nous intéresse pas et que ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. L'histoire du tangram montre bien que si on est avec une structure de comportement du type additif, ben, on ne va pas raisonner de manière pertinente. Puis il y a un ensemble de formes symboliques éparses qui déterminent un problème dans une situation donnée. Pourquoi y a-t-il problème? Parce que la structure déjà là ne permet pas d'agir efficacement. Donc il y a une nécessité d'accommodation. Et puis il y a ce passage, tout doucement, d'un ensemble de formes éparses à un système de formes épistémiquement cohérent. Surtout lorsque on peut montrer que le problème, finalement, peut ressortir d'une situation que nous apprenons petit à petit à comprendre et à modéliser, toujours avec ces modèles de culture dont je parle. Et puis, il y a aussi, Emmanuel Sander a fait une intervention il n'y a pas très longtemps, je crois, un processus de rapprochement analogique entre une ou des situations antérieures et la institution actuelle. Donc, ce que je propose là, c'est de penser ça, de penser cette idée d'équilibration didactique, si j'ose dire, si jamais elle en a besoin, en culturalisant, en institutionnalisant un peu la notion piagétienne, c'est-à-dire l'équilibration a lieu entre les structures symboliques du déjà là, qui sont toujours, de mon point de vue culturel, et les structures symboliques qui caractérisent, qui concrétisent le problème. Donc ça, c'était les 2 premiers points. Je voudrais en arriver maintenant au 3e point, c'est quelques remarques sur la méthode. Alors, je vais aborder ces remarques sur la méthode piagétienne du point de vue en particulier de la preuve, et ce qui va me permettre en 4e partie de rentrer plus précisément sur la question de la preuve. Alors, première idée, c'est que les preuves scientifiques fournies par Piaget sont des preuves cliniques, issues de la production de comportements spécifiques au sein d'études orientées en ce sens. L'existence de ces comportements n'est pas validée par une étude statistique, mais par une théorie qui en détermine les causes et par un repérage patient, on pourrait dire clinique là, et suffisamment dense dans la pratique. Alors,
je voudrais prendre un exemple dans l'ouvrage de Piaget qui s'appelle « Le possible et le nécessaire », pour essayer de montrer ce que j'appelle là les preuves cliniques, ou ce que d'autres appellent les preuves cliniques chez Piaget. Donc, il y a un problème qui est posé à des sujets de construire 3 piliers A, B et C au moyen de plots égaux, de façon telle qu'un rail de bois qui est placé sur A et B et un autre semblable reliant B à C constitue en E2 un long chemin en pente de A à C sur lequel roulera une bille simplement posée en A. Donc, je trouve que c'est une très très belle situation et donc je ne me lasse jamais de la regarder et d'en parler. Donc les sujets très jeunes, nous dit Piaget, échouent dans cette tâche, ne parviennent pas à considérer que la pente est nécessaire au déroulement de la bille. Les sujets de stade intermédiaire comprennent la nécessité de la pente, c'est-à-dire que A doit être plus haut que B, qui doit être plus haut que C, mais sans pouvoir répondre à des questions du type « si on veut que A soit égal à 2 plots, que va-t-il se passer pour B et C ?» alors que les sujets plus avancés peuvent répondre à de telles questions. Cette situation-là, cet exemple, cette étude, c'est une des nombreuses études du possible et du nécessaire, dans le livre Possible et du nécessaire. Pour Piaget, cet exemple, finalement, illustre le fait qu'il y a des relations fondamentales entre nécessité et intégration. C'est parce que des copossibles sont prises en compte simultanément. Par exemple, le fait que l'on doit d'abord considérer à la fois la hauteur de ABC, ensuite le fait qu'il existe des relations signifiantes entre ces 3 hauteurs, que les différentes dimensions de la nécessité peuvent se construire. Donc en fait, si on regarde ce que dit Piaget, c'est que la logique de l'action et donc la logique de signification, autre titre fameux de son œuvre, sont ainsi organisés par la catégorie du possible et du nécessaire. Les possibles agissent alors comme les plus importants facteurs de différenciation, alors que les nécessaires interviennent de façon continue dans les intégrations. Apprendre, c'est donc, dans cette perspective, construire des différenciations. Dans l'étude qu'on vient de voir, considérer les rôles différents joués par chaque plot, et percevoir des nécessités. Par exemple, dans l'étude précitée, concevoir que si A ne fait que de plots, on ne pourra pas construire une pente ABC. Donc ici, je voudrais m'attarder un instant sur le fait de montrer qu'est-ce qui fait preuve, finalement, chez Piaget. L'idée, c'est qu'il y a une construction théorique qui est fondée sur des relations causales, postulées, puis attestées. La relation causale, c'est la différenciation des possibles sera non actuelle, non efficiente à un certain âge, à un certain niveau, plus possible à un autre niveau. Ces différenciations pourront produire une intégration. Donc il y a une construction théorique de milieu, les situations, dont on cherche à savoir comment les sujets vont s'y adapter. Ce qui est prenant et prégnant et majeur dans l'étude qu'on vient de résumer très rapidement, là, c'est qu'il y a d'abord eu la construction d'une situation. Au sein de cette construction de cette situation, il y a une étude clinique, ce que j'appelle une étude clinique, des relations signifiantes au sein de ces milieux. Le temps gramme, chez Rousseau, ça pourrait être du même ordre, et la pente, là, chez Piaget. Chaque étude devenant potentiellement un exemple exemplaire, au sens de Thomas Kuhn. Vous savez, un exemple exemplaire, c'est un exemple dans les sciences, puisque Kuhn a regardé ça pour la physique, qui permet à la fois aux élèves, aux étudiants, comme aux chercheurs, de comprendre une théorie, de l'approfondir et puis de la transmettre. Il y a toujours une valeur didactique des exemples exemplaires. Donc, pour moi, la pente, là, cette étude, est un exemple exemplaire. Et donc, ce que fait Piaget, d'une certaine manière, enfin, c'est mon interprétation, c'est qu'il élabore dans ses livres, avec les études qu'il propose, un système d'exemples exemplaires qui construit la théorie et qui peut la généraliser dans l'obtention d'explications causales aux régularités comportementales obtenues. Je reviendrai sur la question de la causalité tout à l'heure. D'où une double question cruciale, l'élaboration de ces études exemples en relation dialectique avec la théorie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de théorie piagétienne sans la construction empirique
des exemples que je décris comme exemplaires, en tous les cas des études qu'il a produites, et puis les modes de représentation instrumentés de ces théories et de la clinique des pratiques qui permet de construire ces théories. Pour moi, c'est une question décisive. Les modes de représentation instrumentés de ces théories et de la clinique des pratiques qui permettent de construire ces théories, dans l'œuvre de Piaget, ce sont ces livres. Hein, les études accomplies avec X et Y et méticuleusement décrites, et puis ensuite orientées à la fin des livres, enfin reprises à la fin des livres dans une synthèse. Eh bien, c'est est-ce que mon idée, c'est qu'on peut essayer de penser d'autres formes de représentation instrumentées de ces théories et des exemples pratiques. J'en arrive au quatrième point, qui est celui de la question donc, des preuves d'efficacité. Et je voudrais faire une série de remarques avant de donner un petit exemple. Bon, dans sa conférence inaugurale, Édouard Jantaz nous a montré très clairement l'intérêt de l'evidence-based practice et notamment des essais contrôlés randomisés qui constituent, selon moi, mais selon plein de gens, mais selon moi aussi, un effort pertinent pour améliorer la pratique. Mais on pourrait dire que les essais randomisés contrôlés souffrent de deux types d'insuffisance. La première insuffisance, c'est la difficulté du passage à grande échelle de l'environnement contrôlé à la pratique effective. Et puis la deuxième insuffisance, c'est ce qu'on pourrait appeler le manque d'explication causale, qui a été bien mis en évidence par des épistémologues, comme par exemple Nancy Cartwright. Le manque d'explication causale, le résultat obtenu. On montre que le médicament A marche mieux que le médicament B. On sait que ce n'est pas toujours simple, peut-on penser. Mais l'explication causale n'est pas dans l'essai randomisé contrôlé. Elle peut être ailleurs, bien sûr, mais elle n'est pas là. Et alors, on s'est intéressé depuis un certain temps à l'idée qu'il y a aussi, à côté des pratiques fondées sur les preuves, des preuves fondées sur la pratique, donc dénommé practice-based evidence, qui est un courant de recherche et un syntagme fabriqué par la recherche clinique en médecine dès 1996 et sans doute même avant. Donc, qui a centré l'attention sur le fait que, sur le déroulement effectif des pratiques convenablement documentées, qui repose sur ce que j'ai écrit là, sur l'identification raisonnée au sein d'un déroulement, deux déterminants de l'efficacité, et sur l'élaboration d'hypothèses de relation entre ces déterminants. C'est un peu, si vous voulez, si on est en médecine, c'est un peu l'idée du sens clinique du praticien qui a fondé quand même beaucoup de médecine bien avant toute autre méthode. Alors, la question, c'est pour moi une question vitale, c'est quelle relation possible entre evidence-based practice et practice-based evidence. C'est ça que je vais essayer de voir. Pour voir ça, je vais d'abord essayer de montrer qu'on peut penser à deux genres de preuves. Ce que j'appellerais des preuves statistiques et des preuves culturelles. Alors, les preuves statistiques, elles sont évidemment au cœur de l'evidence-based practice. Je n'en dis pas plus puisque c'est quelque chose de bien connu. Et en plus, c'est emblématiquement considéré très souvent dans la recherche, mais dans le public aussi, qui reçoit la recherche, comme l'emblème de la preuve. Pourtant, il y a cette idée qui me paraît extrêmement simple. En science, comme dans la vie quotidienne, on peut faire l'hypothèse que ces preuves statistiques ne continuent qu'une petite partie des preuves. J'ai mis evidence entre parenthèses, c'est pas pour faire savant ou cuistre, c'est simplement pour dire que le terme evidence en anglais est beaucoup plus intéressant et plus large que le terme preuve en français. Donc, ces preuves sur lesquelles, ces évidences sur lesquelles les humains, dans leur culture, se fondent pour agir. Et donc, à côté de ce genre des preuves statistiques, il y a des genres que j'ai appelés des preuves culturelles. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une dynamique de garantie au sein du travail humain, c'est-à-dire que les humains ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent pas travailler d'une certaine manière, si sans arrêt, ils n'obtiennent pas des preuves culturelles de ce qu'ils accomplissent, de la qualité de ce qu'ils accomplissent.
Alors, dans ces preuves culturelles, j'en vois deux types, deux espèces, si on est un peu aristotélicien. La première, les premières sont ce que j'appelle les preuves communes. Les preuves communes, c'est les preuves qui renvoient à une expérience que tout être humain plongé dans une situation spécifique peut éprouver, approcher ou comprendre. Il y a un très joli exemple de William James qui dit regardez, vous vous levez le matin, il fait très froid le matin dans votre chambre, il fait trop froid pour vous lever, et vous flémardez, quoique William James ne dise pas ce terme, dans le lit. Et puis tout d'un coup, il faut toujours aussi froid, vous avez toujours aussi peu envie de vous lever, et vous vous levez d'un coup. Bon, je pense que c'est quiconque a éprouvé la froideur d'une chambre à coucher, et puis qui s'est levé tout d'un coup, comprend ce que ça veut dire. Alors c'est intéressant parce que c'est chez William James qui en parle pour définir la volition, et puis c'est aussi dans un livre récent, enfin relativement récent, sur les neurones miroirs de Rizzolatti et Sinigalia, qui justement reprennent l'exemple que j'appelle preuve commune de William James pour justifier une théorie de la volition. Et puis il y a les preuves de ce que j'ai appelé les preuves de connaisseurs pratiques d'une pratique, c'est-à-dire d'un travail, d'un métier, qui est fruit d'un long apprentissage et qui renvoie à un art de faire. Il y a un très joli exemple dans la culture japonaise d'un chanteur de no. Alors c'est un chanteur de no, c'est un maître de no qui est un festival des chanteurs de no avec son apprenti. Et puis tout d'un coup, vous savez qu'au Japon, les cloisons sont fines en papier, et puis tout d'un coup, on entend dans la chambre d'à côté quelqu'un qui chante le no. Et le maître dit à son élève, il lui dit, tu vas voir, je vais chanter, il va s'arrêter tout de suite. Ce qu'il fait, et le chanteur d'à côté s'arrête tout de suite. Plus tard, un autre chanteur dans une autre chambre de la même auberge se met à chanter le no. Et l'apprenti dit au maître, arrêtez-le comme vous avez arrêté le premier. Non, non, arrêtez-le, je vous en supplie. Non, non. Alors pourquoi? Alors le maître dit, tu comprends, le premier, c'était un très bon chanteur de no. Donc, quand il m'a entendu chanter, il s'est arrêté parce qu'il sentait que j'étais un maître et pour m'écouter. Le second, par contre, c'est un très mauvais chanteur de no. Donc, si je me mets à chanter, il va chanter plus fort que moi et, si j'ose dire, on ne sortira pas de l'auberge. Donc, ces idées de preuves-là sont massives, hein, sans arrêt, dans la vie quotidienne, je le dis, et dans la vie scientifique. Elles font allusion à ce que j'ai appelé, en utilisant les mots anglais qui sont beaucoup plus profonds et pertinents que les mots de compétence ou d'artisanat, au mot anglais craft and skills, hein, ce que les gens font quand ils font quelque chose de complexe et de réussi. Je dis aussi qu'un grand nombre de preuves scientifiques sont des preuves culturelles. Si vous regardez l'œuvre de Piaget, de Lévi-Strauss, de Stephen Jay Gould, de Polanyi, qui a écrit longuement là-dessus, qui était au départ chimiste, eh bien, tout cela se fonde pour établir des discours scientifiques sur des preuves non statistiques, des preuves qu'on peut appeler culturelles, qui viennent de leur connaissance profonde du travail qu'ils accomplissent. Enfin, un dernier point, pour essayer de creuser cette question de la preuve, je pense qu'il y a deux paradigmes dans la preuve. Il y a un premier paradigme que j'appelle le paradigme du traitement, qui est au cœur de l'evidence-based practice. Qu'est-ce que c'est ce paradigme du traitement? Eh bien, il fait en fait correspondre toute intervention à un traitement, toute intervention, fût-ce une intervention pédagogique ou une intervention sociale, hein, c'est-à-dire à la production d'un comportement qui ne nécessite aucune capacité particulière. Autrement dit, pour prendre une pilule bleue plutôt qu'une pilule rouge, on n'a pas besoin de démontrer, en général, une capacité particulière. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple de prendre des traitements, mais on n'a pas besoin de démontrer ce type de capacité. Et à ce moment-là, les preuves statistiques permettent de tester de l'efficacité du traitement, sans fournir, je dis, les causes de cette efficacité. Dans le paradigme que j'appelle celui de l'accomplissement, qui est au cœur de la practice-based evidence, il interroge toute intervention quant aux capacités nécessaires à la mise en œuvre d'un comportement. Donc, l'épreuve, c'est-à-dire en gros, il dit, bon, voilà, il y a telle intervention, mais que faut-il savoir, que faut-il comprendre
pour celles et ceux qui mettent en œuvre cette intervention, pour que l'intervention soit pertinente, pour qu'elle soit efficace. Quelles skills ou quel craft, j'essaie d'éviter le terme compétence, doit-on démontrer pour être capable de produire concrètement et intelligemment cette intervention. Et donc les preuves culturelles permettent de construire des théories et des hypothèses de type causal d'efficacité, du type dans telle situation précisément décrite, on peut s'attendre à tel type de comportement précisément décrit pour tel type de raison. Ça, on peut appliquer ce canevas à l'étude de Piaget dans le possible et le nécessaire, de même d'ailleurs qu'à l'étude de Rousseau dans la situation du temps. Alors, j'ai à peu près terminé cette partie préalable et je voudrais en venir maintenant à quelques hypothèses de travail qui concernent le passage à grande échelle d'un environnement contrôlé à la pratique effective et en donnant l'exemple d'une recherche que nous avons menée qui s'appelle ACE. Et ACE, c'est pour arithmétique et compréhension à l'école élémentaire. Alors, très vite, ACE, c'est une coopération, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi une coopération professeur-chercheur. Donc, nous avons élaboré une progression en mathématiques pour l'année au CP, première primaire, au CE1, deuxième primaire, fondée sur les résultats de la recherche en psychologie cognitive et en didactique. On a produit une analyse statistique, une analyse didactique. L'analyse statistique s'est accomplie au sein d'un dispositif quasi expérimental, structure pré-test, post-test, groupe expérimental ACE, groupe témoin en ACE. La progression a été évaluée 4 fois, la progression de l'année a été évaluée 4 fois, 2 fois au CP, 2 fois au CE1, sur des années consécutives. Il y avait environ 2000 élèves dans le groupe témoin chaque fois et 2000 élèves dans le groupe expérimental. Donc par rapport aux élèves du groupe témoin, les élèves du groupe expérimental ont obtenu de meilleurs résultats au test de fin d'année sur la quasi-totalité des épreuves et on y montré des progrès plus importants. Il n'y avait pas de différence significative au pré-test. La progression a été coélaborée et mise en œuvre de 2012 à ce jour. Alors très rapidement, deux exemples de l'efficacité. Donc c'est un exemple en première année de CP, la première année de l'évaluation du CP, mais la deuxième année c'était la même chose, et la première année et la deuxième année pour le CE1 également. Donc ça c'était un premier résultat, c'est-à-dire que massivement les élèves ACE réussissaient significativement mieux à des épreuves à peu près standards d'un certain nombre en tout cas, était tout à fait standard d'évaluation. Et la deuxième épreuve est intéressante, c'est que le deuxième aspect est intéressant, toujours à la fin de la première année. Ce qu'on constatait, c'est que si on analysait l'évolution des performances, là par exemple, si on prend le groupe expérimental, on voit que les différences entre enseignement prioritaire et enseignement non prioritaire descendaient, enfin diminuaient entre le pré-test et le post-test dans le groupe expérimental, alors que dans le groupe témoin, elles augmentaient considérablement. Donc en fait, on a constaté qu'avec ACE, pour des raisons sans doute assez simples de travail dans des situations pensées et d'explicitation systématique vis-à-vis des professeurs, donc à un second niveau vis-à-vis des élèves de ce qui les faisait marcher ou pas, eh bien cette manière de faire a été plus efficace chez les élèves, notamment issus d'éducation prioritaire. Mais notre idée, c'était un constat finalement statistique, mais on s'est posé la question de quel accompagnement des professeurs qui avaient mis en œuvre la progression pouvaient expliciter cela. Donc on cherchait, et on cherche toujours d'ailleurs, la question de l'accompagnement des professeurs qui mettent en œuvre une progression, là, une séquence, et puis quel type de coopération entre professeurs et chercheurs. Donc je vais maintenant dire quelques mots là-dessus. Alors, premièrement, il y avait l'existence dans le travail de différentes sphères d'activité dans la recherche, de la communication entre ces différents cercles ou entre ces différentes sphères. D'abord, il y a eu au départ, pour lancer la progression, un travail en environnement contrôlé avec 6 classes d'études, donc 6 classes de professeurs, dont la plupart étaient maîtres formateurs dans l'enseignement français, donc des professeurs qui sont
également formateur, qui travaillait au sein d'un lieu d'éducation associé à l'IFE, l'IA, et les professeurs donc, de ces classes faisaient partie de l'équipe de recherche. Donc, ils ont travaillé avec l'équipe de recherche à la construction des séquences de l'année. Ensuite, il y a eu un travail à plus grande échelle dans un groupe expérimental d'une 50aine de professeurs dans chaque département de la recherche. Et ce travail était ponctué par des échanges sur un forum, des listes courriels, des réunions de période, 3 par an, par période scolaire, et des stages de bilan perspective, une semaine en fin d'année scolaire. Donc, c'est ce qu'on a appelé ça la sphère 2. Et ce qui s'est passé dans la recherche, c'est qu'il y a eu une porosité des deux sphères, c'est-à-dire des professeurs de la sphère 2 ont intégré, à la suite, par exemple, de travaux divers, notamment des travaux de type universitaire, mais ça n'était pas une condition nécessaire ni suffisante, ils ont intégré, ces professeurs de la sphère 2, la sphère 1. Autre aspect important, je crois que ça a été souligné aussi dans l'ensemble des travaux, c'est que l'idée de nécessité d'une longue durée. La première année qu'un professeur met en œuvre la progression ACE, mais ce serait tout autre type de séquence, je pense. C'est évidemment d'autant plus vrai qu'on met en œuvre une progression sur l'année. Il y a beaucoup de difficultés. On est dans ce que j'ai appelé le paradigme de l'accomplissement. Ça ne va pas tout seul de faire fonctionner une séance sur les mathématiques du CP, par exemple, qui essaye de rassembler les connaissances en didactique des mathématiques et en psychologie de l'éducation. Ça ne va pas de soi de le faire et ça va encore moins de soi de le mettre en œuvre. Il y a eu aussi un autre aspect qui était décisif, j'en ai déjà un petit peu parlé, la co-construction progressive des séquences d'enseignement entre professeurs et chercheurs. Au départ, la première version de la progression proposée par l'équipe de recherche, je dis bien toujours avec des professeurs intégrés à cette équipe de recherche, est vraiment un système d'hypothèses de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné aux professeurs cette progression en disant, voilà, c'est ce que vous avez à faire. On leur a dit, nous, on pense que ça pourrait être intéressant de mettre en œuvre ce type de séquence pour que les élèves apprennent mieux. Essayez, regardez, et on en discute. Et donc, les versions successives ont été obtenues par co-construction lors des réunions de période dont j'ai parlé ou des stages de bilan perspective. Alors, un point qui est très important, c'est un petit lien avec ce que je dis tout à l'heure à propos de la mise en texte de ces histoires-là et de la textualisation de ces histoires-là. Il y a une nécessité de documentation à la construction de nouvelles formes de textualisation et on a créé des systèmes hypermédias de description de la pratique. Parce que vous voyez bien qu'un problème, c'est que si on dit que quand on est dans une perspective d'accomplissement, ce qui importe, c'est de partir de la pratique réelle telle qu'elle se fait et de l'étudier de près, encore faut-il l'avoir sous les yeux, si je veux dire, cette pratique réelle qu'on va étudier de près. Donc, on a créé, en appui sur les fiches d'observation de la pratique élaborées par les professeurs, on a créé ce qu'on a appelé les systèmes hypermédias pour donner à voir et à comprendre la pratique. Alors là, je vais essayer de vous donner un petit exemple en espérant que ça va marcher. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce qui est projeté là. Oui, oui, ça marche. Ça marche. Donc, voilà, c'était peut-être celui-ci. Voilà. Donc voilà, on a notre système hypermédia se présente comme ça. Alors, c'est vraiment un prototype, hein, on est en train de le développer. Il y a la classe dite ACE. Bon, là, il y a un film, si on veut voir un extrait, un film d'une demi-heure sur ACE. Et puis, sur une séquence, sur un ensemble de séances ACE en CP. Et puis, là, il y a des fils rouges, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et par exemple, si on clique sur ce fil rouge-là, explorer la ligne, dont je vais en parler tout à l'heure, on voit qu'on a ici une structure avec un fil rouge, explorer la ligne, c'est une vidéo, et puis là, des structures satellites, si vous voulez, qui sont relatives à ce qui s'est passé. Alors si on peut passer très rapidement quelques minutes, un peu moins, sur la chose, voilà. Quand on clique ici, là, on a d'abord
sur ce fil rouge expliquer la ligne, une explicitation. Dans sa nature, tout fil rouge doit permettre de relier les unités d'apprentissage dans les 4 domaines de la progression ACE pour le cycle 2. Les séances fil rouge ont pour caractéristique d'être courtes et fréquentes. En travaillant sur des temps courts et fréquents, les élèves s'entraînent intensivement en mobilisant toute leur attention et leur connaissance. Voilà, donc là, on raconte ce qui se passe, et puis après, on montre ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple un peu plus tard. Si ça avait bien marché. Donc ici, vous avez 2 élèves qui sont en train de travailler sur le dit fil rouge. Et vous voyez la structure, il y a le film ici, il y a une représentation de ce que les élèves sont en train de faire, parce que ce n'est pas toujours très clair à la caméra. Et puis, il y a une description ici de ce que les élèves sont en train de faire. Donc l'idée là, encore une fois, c'est toujours de donner à voir et à comprendre la pratique, de sorte qu'on puisse ensuite s'appuyer sur la réalité de ce qui est fait réellement quand on veut mieux comprendre la chose. Un peu plus tard, par exemple, voilà, vous voyez, ça a avancé et les élèves sont en train, on va reparler de ça, les élèves sont en train de, une fois qu'ils ont compris, établi le résultat de la soustraction, ils font une espèce de petite structure là, dont on m'a parlé. Et un peu plus tard, évidemment, il y a une situation de mise en commun dans la classe où alors là, la structure est celle de ce que le professeur dit aux élèves. C'est toujours filmé dans la même classe de CP. Ici, une description de ce qui se passe. Et là, il y a le transcript de la séance, sachant qu'on peut par ailleurs avoir le transcript de la séance ou la vidéo séparément. C'est directement d'un compte de 30, Mehdi et Sinan. Continue. Voilà. Ok, d'accord. 36, si on avance de 30, c'est 66. 30, c'est combien de dizaines? Donc, voilà l'idée. Pour donner, juste pour essayer de faire en sorte que lorsque je parle de système de représentation, ça soit un peu plus clair que si j'avais rien montré. Voilà, donc j'en reviens à mon... Je pense que vous devez voir maintenant le diaporama. Oui, oui, c'est tout bon. Et donc, j'en reviens sur cette question de ce que j'appellerais volontiers la preuve culturelle d'efficacité d'une pratique. Donc, pour reprendre cet exemple du fil rouge. Alors, vous avez vu là, ce que vous avez montré, je vous ai montré la fin du film avant le début, enfin la fin de l'histoire avant le début, ce que vous avez montré, c'est le fonctionnement du fil rouge, explorer la ligne. Comment est-ce qu'on en est venu à ce fonctionnement du fil rouge? Donc, c'était à la suite des post-tests, on est tombé, entre guillemets, sur le problème de Dimitri, un problème de transformation que vous voyez ici. Et les résultats sont les suivants. Dans la classe ACE, les élèves ont été légèrement plus nombreux à trouver la valeur de la transformation et ils ont été significativement moins nombreux à s'engager dans le calcul de la somme, ce qui est l'erreur classique dans ce genre de problème. Puisqu'il a gagné, hein, combien a-t-il gagné de billes, donc on fait la somme. Donc les résultats sont donc encourageants sur le plan conceptuel, puisque les élèves ACE sont significativement moins nombreux à mécomprendre le problème, mais ils sont insuffisants, sans être décourageants, la preuve, sur le calcul, puisque la réponse n'est pas, enfin, les performances des élèves ne sont pas très bonnes. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a eu une hypothèse d'explication sur pourquoi les élèves réussissaient mieux d'un point de vue conceptuel. Selon nous, c'est un exemple de production d'un élève dans le post-test. C'est parce qu'ils avaient l'habitude de l'usage du schéma ligne. Alors, ce n'était pas encore le fil rouge explorer la ligne, mais systématiquement, ils utilisaient le schéma ligne. C'est dans la tradition un peu venue de la psychologie soviétique notamment. Et donc, l'idée, c'est que cet usage a permis de mieux modéliser le problème, mais n'a pas permis de mieux le calculer. D'où on a
dans nos discussions collectives, notamment dans un stage de bilan perspective du mois de juin, on s'est dit, on va fabriquer, on s'est dit, c'est-à-dire l'équipe de recherche et les professeurs qui étaient dans le groupe expérimental, mais là c'était après les évaluations, on s'est dit, on va fabriquer un fil rouge qui permette à la fois de tirer profit des vertus de modélisation du schéma ligne, mais aussi qui en fasse un moyen pour calculer, un peu comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, on a fait ça d'abord, je suis en train de montrer la structure là, du travail que j'ai explicité tout à l'heure, on a fait ça d'abord dans des classes d'études, et donc amener les élèves à étudier la ligne pour modéliser la situation. Et donc, vous voyez là des exemples dans les classes de résolution du même problème, mais il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites avant, hein, pour traduire sur la ligne numérique des compositions et des décompositions des nombres. Donc finalement, il y avait, sur les classes d'études qu'on a testées, il y avait des réussites à 80%, je veux dire d'un point de vue calculatoire, donc on était passé de 20% à 80% dans un groupe restreint, encore une fois. Et donc ensuite, dans la fois d'après, enfin dans l'étape d'après, on a institué le fil rouge explorer la ligne. Donc maintenant, si quelqu'un qui se lance dans la progression ACE, un professeur qui veut travailler dans la progression ACE, il va travailler sur le fil rouge explorer la ligne. Donc l'idée consiste à faire travailler en continuité les élèves, à la fois pour mieux calculer et pour mieux modéliser. Donc l'atelier fil rouge, je reprends là ce qui était dit en début du système hypermédia que je vous ai montré tout à l'heure, il est régulier, il est relativement bref, il est spécifique, c'est-à-dire systématique, penser dans une progression spécifique, enracinée dans les productions d'élèves, c'est-à-dire qu'en gros, le professeur se penche sur les productions d'élèves et il souvent propose éventuellement à la classe des productions du même type que celles qu'il a trouvées intéressantes dans les productions d'élèves. Et donc, si on regarde ici, cette copie d'écran, là, on voit aussi que les élèves donc, se donnent à eux-mêmes. Donc, finalement, pour résumer, les élèves se donnent à eux-mêmes une soustraction, très important, évidemment, hein, confère ce qu'on disait sur, ce que Piaget disait sur la dialectique entre soumission et autonomie. Ils se donnent à eux-mêmes une soustraction, puis ils la modélisent et la calculent à partir du schéma, comme on a vu là-dessous, vous avez vu les élèves le faire, puis ils traduisent cette représentation dans une représentation boîte ici, les deux représentations, ce qu'on appelle dans ACE, là, avec les professeurs, la traduction des représentations, traduction de la représentation boîte, qui est en fait une représentation de type, qu'on peut voir de type ensembliste, avec une représentation de type topologique ici, et puis le tout est exprimé dans l'écriture symbolique. Ça, par exemple, ici, c'est ce qu'on peut déduire de la boîte et ce qui va servir, par exemple, ensuite à construire des problèmes, à créer des énoncés de problèmes. Donc, si on fait une petite analyse de ça, de ce que j'ai décrit là, de ce que j'ai montré très rapidement en vidéo, ce qu'on peut voir, c'est que, de mon point de vue, on a certains thèmes piagétiens mentionnés ci-dessus. D'abord, les travaux d'élèves échappent à l'exercice imposé ou à la copie d'un modèle extérieur pour produire eux-mêmes le modèle, le milieu de l'activité. Alors, ils ont inventé ni la boîte, ni le schéma ligne, ni l'écriture mathématique, ni la préalgébrisation que permet la boîte, mais ils en sont rendus familiers. Et donc, ils produisent le milieu de l'activité qui change évidemment s'ils choisissent de faire la soustraction 102 moins 18 ou 724 moins 522. L'intelligence de l'élève travaille réellement sans recevoir les connaissances toutes préparées du dehors. La perception est inséparable de l'activation de l'intelligence. On est peut-être vraiment persuadé que l'intelligence, c'est une question de perception. Si on est un minimum wittgensteinien, on dira de voir comme, hein, voir la réalité, et comme un certain modèle nous incite à le faire. Comme dit Piaget, on ne façonne pas l'intelligence du dehors. La question est de trouver le milieu et les méthodes les plus convenables pour aider l'enfant à la constituer lui-même. Le travail du fil rouge constitue un milieu et une méthode possible. Alors bien entendu, je parlais tout à l'heure de la discussion sur constructiviste direct. Il y a plein de choses qui sont directes là, qui sont explicitées, mais en même temps, il y a plein de choses que l'élève produit dans une enquête de son propre mouvement.
Et donc, il y a pour reprendre Piaget encore, sens irresponsabilité, normes de la coopération, dans l'accomplissement systématique en binôme, dans la mise en commun commentée, dont vous avez vu quelques secondes, et dans l'usage de production d'élèves pour la poursuite de l'enquête. Donc, il y a ici, me semble-t-il, quand ça marche ou quand ça ne marche pas, c'est toujours à cause d'une relation qui est cruciale entre la structure du déjà là, de ce dont disposent déjà les élèves, donc par exemple là, les systèmes de représentation et le travail de composition des compositions qu'ils ont pu produire, et la structure des problèmes qu'on leur pose ou qu'ils se posent à eux-mêmes. Alors, si on essayait maintenant de se dire, voilà, imaginons que ça, c'est un résumé de preuves. Cette image est à considérer, j'écris ici, comme un premier résumé de l'ensemble du système hypermédia. Alors, STI, c'est système hybride texte, image, son, et aussi comme un premier réseau d'évidence. Alors, en quoi ça, c'est une évidence de quoi que ce soit? Alors, voilà pourquoi, de notre point de vue, voilà de quoi c'est une évidence. D'abord, c'est une soustraction qui est non triviale pour le CE1, celle-ci, et d'autres plus délicates encore que les élèves, auxquelles les élèves s'affrontent. Ensuite, il y a une stratégie topologique, ici, hein, qui est propre même, qui est en parenté avec la culture mathématique. Il y a l'idée de traduction de représentation, qui est aussi en parenté avec la culture mathématique et scientifique. On pourrait dire que, et d'ailleurs il y a des épistémologues qui le disent, que les sciences, ça consiste, ou les mathématiques, ça consiste à produire des systèmes de représentation qu'on déclare équivalents à d'autres systèmes de représentation, sauf que les seconds, on peut faire sur le second des choses qu'on ne peut pas faire sur les premiers. La boîte est une petite machine algébrique, et puis le fil rouge devient une base pour la résolution et la création de problèmes. Plusieurs problèmes de structures différentes peuvent être déduits de cette forme. Donc notre idée, c'est que, toute proportion gardée, la preuve agit ici, ce document, qui évidemment, qui n'est que la pointe émergée du film entier et de la pratique que ce film donne à voir et à comprendre. La preuve agit ici comme une preuve exemple, comme un exemple emblématique potentiellement exemplaire à appréhender vraiment dans un complexe pratique. Alors, je voudrais, avant d'en arriver à ma dernière diapositive, explorer 4 solutions, 4 possibilités d'amélioration de ce que j'ai appelé les preuves évidences culturelles. Premièrement, c'est l'affinement du processus de documentation dans l'historique du travail et la genèse du comportement pour la compréhension de l'intelligence de l'action. En gros, c'est comment a-t-on obtenu ce qu'on a obtenu. Il me semble que dans le travail scientifique, en particulier dans les sciences de l'homme et de la société, il y a une nécessité, si on veut comprendre un comportement, de comprendre comment il a été appris. Alors, a fortiori, quand on s'occupe de dispositifs d'enseignement. Et donc, ça serait ce premier point, genèse du comportement. Le deuxième point, ça serait la manière dont la pratique documentée peut évoluer, son devenir, sa dimension paradigmatique, je veux dire ici emblématique. Par exemple, dans ce travail-là, on s'est aperçu que les élèves, au bout d'un moment, étaient tellement pris par le contrat de schéma ligne et de boîte qu'ils faisaient cela sans suffisamment de réflexion. Par exemple, si on leur donnait, s'ils se donnaient à eux-mêmes 62 moins 32, qui est trivial, ce qu'ils sont capables de percevoir comme trivial, alors ils lançaient l'arsenal, si j'ose dire, de leur instrumentation. Donc, par exemple, on a développé cette pratique, ce dispositif, en instituant l'approximation. Les élèves utilisent maintenant dans beaucoup de classes ACE le symbole à peu près égal à, de sorte que si on a à dire la différence qu'il y a entre 62 et 31, ben on va dire c'est à peu près égal à 3 dizaines, sans mettre en branle le système. Donc, question dont la pratique documentée peut évoluer son devenir. Ensuite, un aspect évidemment crucial, la normalité de la pratique considérée, c'est-à-dire dans un collectif d'individus, c'est-à-dire une classe, un ensemble de classes, quelle est la fréquence de cette pratique
Et à quelle distance cette pratique se trouve tout individu de ce collectif. Là, par exemple, sur le film, là, vous voyez 2 élèves qui travaillent, et il y en a 2 autres, parce qu'ils sont 4 de front sur le tableau, pendant que le reste de la classe travaille sur ses propres recherches. Eh bien, est-ce qu'on peut dire que c'est tous les élèves de la classe qui sont capables de travailler en binôme de cette façon et de résoudre des problèmes de la même façon? Est-ce que c'est le seul binôme qui le fait? Évidemment, c'est absolument crucial. Et surtout, l'idée de à quelle distance de cette pratique se trouve tout individu de ce collectif, c'est bien la question de l'incompréhension. Par exemple, un élève qui regarde ce que ces 2 élèves font peut ne rien comprendre. Il peut avoir une compréhension, comme on dit dans les langues, passive, mais sans pouvoir le restituer par lui-même. Ou il peut avoir une compréhension active, dialoguer, s'emparer du travail des autres pour produire son propre travail. Donc là, ces dimensions sont des dimensions entre guillemets qualitatives, je n'ai pas beaucoup prononcé le mot, je crois même que c'est la première fois, mais c'est des dimensions cruciales justement de la compréhension de la pratique. Et puis évidemment, il y a la nécessaire mise en synergie, c'est ce qu'on a essayé de faire encore de façon très comment dire, fruste dans cette recherche. Il y a une combinaison avec des preuves dites culturelles, hein, des preuves ici cliniques, didactiques, si vous voulez, avec des évidences de type statistique. Ici, ce qu'on voit, c'est que les preuves statistiques permettent de prendre conscience d'une force et d'une faiblesse de la progression, ce que j'ai montré tout à l'heure. Le schéma ligne, c'est très bien, mais il faut beaucoup de travail spécifique sur la demi-droite numérique pour en faire un instrument pour comprendre les mathématiques. Cette prise de conscience-là a amené à la construction d'un dispositif dont je viens de vous parler, sur la base de preuves que j'appelle culturelles, c'est-à-dire des preuves qui sont issues de la pratique, aussi bien de la pratique d'enseignement et de la pratique de recherche. Et puis, évidemment, il y a une nouvelle mise à l'épreuve statistique possible. Alors, on n'en fait plus maintenant, on en a fait 4, ça fait déjà beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, mais on pourrait faire une évaluation très générale encore sur les classes ACE les plus de cette année ou de l'année dernière, pour regarder ce qui se passe effectivement. Est-ce que ce fil rouge a porté tout à fait ses fruits sur un très grand nombre de classes? Pour terminer tout à fait, en conclusion, je dirais, je reprendrai l'idée de 2 idées fondamentales, l'une sur les preuves et l'autre sur la question de l'œuvre de Piaget. Donc, d'abord, pour la nécessité de penser l'efficacité, dont on peut croire qu'elle est décisive, cette notion, mais qu'elle demande à être considérablement travaillée. Il y a les nécessités de passer ensemble les preuves statistiques et les preuves culturelles d'efficacité. Alors, dans l'usage des preuves statistiques, je pensais, vous savez, il y a un très beau livre d'Alain Suppiot qui s'appelle « De la gouvernance par les nombres », qui peut nous aider beaucoup à penser la politique des nombres d'une certaine manière. Il faudrait aller sans doute d'une conception comme celle-ci, ce qu'on pourrait appeler après Condorcet les mathématiques sociales. Il faut aussi pouvoir reconnaître, apprécier et comprendre les preuves culturelles dans toutes les sciences. Elles sont nombreuses et souvent minimisées. Et puis, comme je l'ai dit, mettre en synergie preuves statistiques qui sont données par la mathématique sociale et les preuves culturelles qui résultent de la connaissance de la culture. Et puis, il faudrait des instruments pour donner à voir et à comprendre les preuves culturelles, d'où le temps que j'ai passé là, le petit temps que j'ai pris pour essayer de montrer les systèmes hybrides et comment ceux-ci peuvent constituer finalement des instruments de documentation de la pratique qui aident à comprendre cette pratique et à la théoriser et à la modéliser. Un héritage possible de l'œuvre de Piaget, du point de vue de l'efficacité de la preuve, c'est pour moi d'aller vers le renouvellement de la forme scolaire, une logique de l'imposition, une logique d'élaboration de milieux dans lesquels l'intelligence des élèves éprouve la culture pour l'enrichir. Je pense paraphraser à peu près là ce que Piaget dit dans le texte résumé, enfin dans le texte analysé ou étudié. Et puis, pour terminer, d'un point de vue épistémologique, je pense qu'on pourrait réfléchir à ce que ça voudrait dire une épistémologie de l'analogie paradigmatique, c'est-à-dire une épistémologie dans laquelle la construction de la preuve se produit par des analogies entre différents
paradigmes, c'est-à-dire différents exemples. C'est une vision kuhnienne et donc pas réservée spécifiquement aux sciences de l'homme et de la société. Et dans cette épistémologie de l'analogie paradigmatique, des exemples exemplaires constituent la matière même du travail de la preuve, c'est-à-dire on donne dans la recherche des exemples exemplaires et tâche ensuite, des exemples possiblement exemplaires, et tâche ensuite à la communauté de recherche de les étudier, ces exemples, pour montrer leur force ou au contraire leur faiblesse ou leur inefficacité. Voilà, je crois que j'ai dû terminer et je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cette très belle intervention intégrative. Moi, j'avais deux questions en attendant que mes collègues posent des questions. La première question, c'est, tu sais, quand tu abordes les exemples exemplaires, comment tu vas interpréter les contre-exemples exemplaires? Si, par exemple, on fait le lien avec Piaget, avec les jetons, et puis la fameuse expérience de Meller où il remplace par les bonbons, puis du coup, poum, il y a un décalage. Comment tu t'intègres les contre-exemples exemplaires qui ont justement été des arguments ou l'erreur A non B qu'on retrouve chez le bébé ou des choses comme ça? Merci pour cette question. Je pense qu'on intègre les contre-exemples exemplaires exactement comme dans le travail standard, normal, dirait Kuhn, de la science classique. C'est-à-dire que la science est pleine d'assertions. Ces assertions, en général, elles sont fondées, si on suit Kuhn, et moi je suis tout à fait prêt à le suivre. Alors, il n'y a pas que des exemples exemplaires, puisque Kuhn parle aussi des générations symboliques et des modèles. À côté évidemment, il y a des généralisations symboliques et des modèles. Mais, et puis, l'exemple que tu prends est très intéressant. On peut trouver finalement un contre-exemple qui finalement compromet l'exemplarité de l'exemple, ou alors en tout cas l'exemple prétendument exemplaire et prétendument universel devient un exemple qui n'est plus en tous les cas ni exemplaire ni universel. Mais je pense qu'il n'y a pas il faudrait, ta question elle réclamerait une étude épistémologique de comment ça se passe dans les sciences en général, mais moi je fais l'hypothèse qu'en général ça se passe comme je le pense, comme je le conjecture, c'est-à-dire que bon, il y a des machin fait une expérience et asserte quelque chose à propos de cette expérience, et chose vient et dit ben, l'expérience elle n'est pas si convaincante que ça, la preuve, voilà la mienne. Mais ça n'empêche pas que toujours, mon hypothèse c'est que toujours on parle à partir de ces exemples qui sont considérés dans une certaine culture, dans une certaine communauté, dans un certain collectif, comme exemplaires. Merci beaucoup. Alors, est-ce que du coup, j'ai des collègues qui veulent, des participants à cette conférence, qui veulent intervenir? N'hésitez pas ou faites-moi signe. Normalement, vous pouvez réactiver vos micros si tout va bien. Vous me confirmez? Ou vous ne me confirmez bon, pas? C'est tout bon, ça marche. Ah ouais. Bon, très bien. Je fais attention à ne pas toucher mon enregistrement. Alors, s'il n'y a pas de questions encore, moi j'en avais une autre. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Je me demandais si on n'avait pas intérêt plutôt à utiliser dans le monde de éducation, enseignement, efficience plutôt que efficacité. Tu vois, qui est beaucoup utilisé dans l'environnement, où l'efficacité, c'est quel que soit le coût que ça a, alors que l'efficience, c'est un ratio par rapport, parce que à vouloir faire la pédagogie efficace, les gestes efficaces, derrière, il y a toujours quand même qu'est-ce que ça coûte pour l'enseignant d'intégrer tel ou tel programme. Quand, par exemple, l'ACHO a présenté son programme, les gens disent, oui, mais moi, je peux intégrer alors votre truc Atoll, après, je vais faire le truc de Houdet, après, je vais faire un autre truc de Diamond, après, je vais faire théorie de l'esprit. C'est très coûteux en organisation. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas à chaque fois dire efficacité, attention, je le ramène à qu'est-ce que ça a le coût pour l'enseignant et l'institution d'intégrer cette nouvelle phase d'intervention, programme ou même à CE, ça demande énormément de travail. Voilà. Donc, du coup, est-ce que si on laisse le concept d'efficace, on ne va pas, du coup, prendre en compte ce coût que ça a pour l'institution et l'enseignant? Oui, je pense que j'adhère à ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, les choses ont un coût.
Et donc, l'idée d'efficience, donc, avec l'intégration du coût, est probablement intéressante et plus intéressante dans certains cas que celle d'efficacité. Quand même, un point, dans le livre dont je parlais, d'Alain Suppiot, sur la gouvernance par les nombres, Alain Suppiot fait une critique un peu anthropologique à la modernité, où il dit, en gros, on est dans un monde dans lequel le calcul de coûts est généralisé. Et donc, je trouve que la façon dont tu as parlé du coût, elle était convaincante parce que tu as dit qu'est-ce que ça coûte, par exemple, à un professeur, d'abord, puis après, au-delà, puisque là, on parle de professeurs qui mettent en œuvre des pratiques, et puis au-delà, en institution, etc. Mais il faudrait se méfier du fait que l'efficience devienne une sorte, enfin, que le calcul de coût devienne une sorte d'alpha et d'oméga, parce qu'on voit très bien comment le calcul de coût, je n'ai pas besoin de faire de grands dessins, ça peut devenir Alors, ouais, peut-être le mot énergie, du coup. Ouais. Ouais, ce serait peut-être le mot énergie qui serait. Par exemple, tu vois, Atti, dans ses fameuses méta-analyses, il dit toujours point 40, j'ai pris un côté arbitraire. Alors maintenant, dès qu'on fait un programme qui n'a pas point 40, eh ben ça, c'est pas pertinent. Mais c'est pas pareil de faire du point 40 avec une pédagogie, par exemple, où je mettrais tout Montessori en œuvre, donc des heures et des heures de formation, versus de faire un petit intervention qui, enfin, ça n'a pas du tout la même. Enfin, peut-être alors l'énergie mobilisée pour mettre en œuvre telle ou telle intervention. Oui, 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 tout à fait. Ah, Jean-Luc, je crois. Attendez, parce que moi, du coup, Jean-Luc a levé la main, il me semble. Jean-Luc, tu Oui, vas. il y a Jean-Luc et Florence, moi je vois. Oui. Ah, vas-y, Jean-Luc. Oui, bonjour. Merci de cet exposé très intéressant qui m'a permis de comprendre des choses sur ACE que je n'avais pas complètement saisies jusqu'à maintenant. Je voulais juste faire d'abord une petite remarque et puis après j'ai une question. Enfin, la première, c'est aussi une question, mais c'est juste par rapport au test de Watson dont tu as parlé. Il se trouve que c'est un exemple que Viviane Durand-Guéret, que tu connais bien, utilise très souvent. Et elle, son explication, c'est par rapport aux différentes variantes. Alors, aujourd'hui, tu nous as donné la variante avec l'histoire des gens qui boivent dans un bar et puis de savoir s'ils ont de l'alcool ou pas, ou s'ils ont 18 ans ou pas. Elle, la variante qu'elle donne, c'est une variante anglaise d'ailleurs, c'est pas elle qui l'a inventée, avec des histoires d'enveloppes qui ont deux timbres à des coûts différents et puis savoir si l'enveloppe est cachetée ou pas, je crois. Et l'explication qu'elle en donne, qui du coup remet un peu en cause ton explication sur le côté culturel de la preuve, c'est que la logique qui permet l'explication, une bonne interprétation de ces phénomènes, ce n'est pas la logique formelle, mais la logique des prédicats. Et que du coup, dans la logique des prédicats, ce qui est fondamental, c'est la question des quantificateurs et des ensembles de références. Et qu'ici, si on regarde dans l'exemple initial de Watson, on a des cartes qui ont deux faces. Alors effectivement, sur une des faces, il y a toujours une lettre, alors que sur l'autre, il y a toujours un chiffre. Et c'est bien un chiffre, pas un nombre. Hein. Et je précise juste. Mais du coup, les deux faces sont assez indissociables. Et une des difficultés dans le test original de Watson, si on l'interprète justement en logique des prédicats, c'est qu'on ne sait pas sur quel ensemble de références il faut faire la quantification. Et qu'il faudrait quantifier non pas sur les cartes, ce qu'on fait naturellement, mais sur les deux faces de chaque carte. C'est-à-dire considérer les faces des cartes indépendamment. Ce qui n'est pas du tout le problème quand on a la transposition qui est... Alors certes, il y a un contexte culturel qui peut permettre d'expliquer, mais il y a aussi une différence fondamentale, c'est que l'équivalent des deux faces des cartes dans l'exemple des gens dans le bar, ben c'est la personne et l'âge. Donc en fait, la face, c'est la personne. Mettons la face avec disons, le chiffre, c'est la personne. Et l'équivalent du chiffre, c'est son âge, qu'on ne voit pas, qu'il faudrait savoir en lui demandant. Et puis l'autre face, c'est le verre. Et l'équivalent de la voyelle ou de la consonne, c'est de savoir si c'est de l'alcool ou pas de l'alcool. Et du coup, on voit bien qu'en termes de prédicat, ça change complètement la donne. Et ce n'est pas qu'une question culturelle. Parce que c'est tout à fait naturel de quantifier ce coup-ci non seulement sur les personnes, mais aussi sur les vers. Et on ne peut pas confondre les personnes et les vers. Alors qu'on peut confondre la face avec la lettre et la face avec le chiffre. Donc c'est une explication qui permet aussi de comprendre que les deux... C'est normal, enfin c'est une autre explication pour comprendre que dans
la transposition que tu proposes, eh bien, la réussite est bien meilleure. Ça, c'est une chose. Puis alors, ma question, c'est, par rapport à ces schématisations qui, si j'ai bien compris, quand même, ne viennent pas naturellement de l'élève, mais lui sont en quelque sorte inculquées. Il y a une forme de, enfin, entre guillemets, de dressage à l'utilisation de ce schéma pour résoudre ces fameux problèmes additifs. Au passage, d'ailleurs, si j'ai bien saisi, on transforme quand même une soustraction en une addition à trous, parce que quand on regarde la complétion, on est plutôt sur quelque chose qui est une représentation de la soustraction par addition à trous. Mais la question que j'ai, moi, c'est comment vous gérez dans ces cas-là. Ce qui doit arriver, à mon avis, inévitablement avec certains élèves, c'est le fait d'arriver à se débarrasser de ce truc-là au bout d'un moment. Alors, est-ce que ça arrive à la fin du CE1? Est-ce que ça arrive en CE2? À quel moment et comment on gère? Parce qu'on sait quand même que dans le cas d'utilisation comme ça de trucs très... on a eu plein d'exemples en didactique des maths à l'époque où on enseignait les preuves avec les boîtes à outils, où les élèves n'arrivaient plus à faire des preuves sans ressortir toutes les boîtes à outils. Tous les trucs comme ça, c'est des trucs dont la contrepartie de l'effet bénéfique que vous avez mesuré, alors moi je suis toujours un peu, en tant que didacticien des maths, j'ai toujours du mal, moi avec ces histoires, on passe de 20 à 80% de réussite, enfin bon. Mais peu importe, ça marche, ça marche. En tout cas, ça marche, ça c'est sûr. Mais comment on fait après pour se débarrasser, pour que les élèves se débarrassent de ça et arrivent à faire des soustractions sans avoir à se représenter tout ce truc? Alors, merci Jean-Luc pour ces questions fort intéressantes. Sur la première, sur la Wilson Task, là, ce que montre Viviane Durand-Guerrier, je pense, enfin, moi c'est mon interprétation, c'est que la logique des pratica correspond mieux à la logique que j'appelle culturelle que la logique formelle classique. Voilà, ça montre ça. Il y a une foule d'autres exemples culturels. Par exemple, Sperber a fait une très belle analyse il n'y a pas très longtemps où il a dit, où il invente un pays dans lequel, enfin en gros, il pose une tâche de Watson, mais avec des gens qui sont au chômage ou pas au chômage. En gros, il faut regarder qui peut être au chômage entre 17 et 60 ans. Bon, bref, je laisse de côté, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qu'il montre, c'est que quand les gens, alors évidemment, Sperber ne parle pas tout à fait, bon, il est anthropologue de formation, mais il parle pas d'institution, mais moi je dirais qu'il y a quand quelqu'un qui a une institution, qui connaît l'institution du chômage, comme l'institution de l'interdiction de la paupière aux adolescents, enfin, aux mineurs, etc., etc., de fait, il va pouvoir réfléchir. Alors après, tu peux, avec une logique plus pertinente ou plus intéressante sur ce point-là, comme celle des prédicats, aboutir à une description plus fine et plus intéressante, mais il ne faut pas, de mon point de vue, noyer le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est crucial, c'est qu'il y a une logique culturelle, comme celle des cache-gares, et nous sommes tous des cache-gares de ce point de vue, ça c'est mon idée. Et enfin, après, il y a des formalismes logiques qui rendent mieux compte que d'autres. Piaget, par exemple, a produit avec Garcia un livre qui s'appelle Vers une logique de signification, qui est extrêmement intéressante de mon point de vue. Je n'ai jamais eu le temps de la regarder très sérieusement. Mais donc, distinguer ce qui est, comme disait, pour reprendre le fameux mot de Marx que Bourdieu prend toujours, distinguer la logique des choses et les choses de la logique. Pour moi, il y a une logique des choses. Et la logique des choses, elle est naturelle, comme tu disais, c'est-à-dire qu'elle est culturelle. Après, on peut trouver des formalismes plus ou moins intéressants pour en rendre compte. Sur le deuxième point, tu poses une question qui est la question didactique majeure, c'est-à-dire, mais quel que soit l'outil qu'on utilise, l'instrument qu'on utilise, comme disait l'autre, it's a gift and a curse, hein, c'est-à-dire qu'à un certain moment, évidemment, l'outil va s'ériger en obstacle. Bon. Alors, on a des manières de traiter cette situation qui est à peu près la suivante, c'est que ce schéma ligne-là est intégré systématiquement dans un travail
de production de problèmes et de création d'énoncés de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, faire une soustraction, c'est bien, mais c'est peut-être pas essentiel. En revanche, imaginer dans les situations qu'on rencontre quotidiennement des manières de produire des problèmes de soustraction et ensuite se servir du schéma ligne pour les modéliser, notre idée, c'est que c'est intéressant et que ça peut rapporter gros, que les mathématiciens utilisent la droite numérique très très longtemps après le CE1, c'est aussi une chose qu'on peut prendre en compte. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Florence aussi qui a levé la main numériquement. Donc, est-ce que tout marche? Tu arrives à te connecter? Oui, je pense que j'ai réussi à établir mon micro, mais je n'arrive pas à mettre ma caméra, donc mais c'est pas très grave. J'ai pas l'autorisation de la caméra. Ah, je vais faire. Mais c'est pas grave, hein, je pense que je peux poser la question comme ça. Alors, démarrer. La vidéo, je crois que c'est là. Ah, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, tout d'abord, Gérard, je voudrais te remercier pour cette présentation. Et puis, je pense que en tout cas, les didacticiens, les quelques didacticiens qui sont là ce soir, il y a un véritable, effectivement, intérêt à essayer de comprendre et de relire Piaget après le travail et tous les travaux qui se sont construits dans les sciences didactiques et de regarder les choses, on va dire, avec du recul. Et je trouve extrêmement important la relecture que tu as faite sur les méthodes nouvelles et leur base psychologique, et notamment le fait de battre en brèche cette fausse opposition entre constructivisme et transmission directe. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les didacticiens arrivent à ramener au centre de la scène, en particulier dans leur relation avec les enseignants, mais aussi avec ce que Chevallard a nommé la noosphère, et donc ce qui relève de la conception de moyens d'enseignement dont on a toujours beaucoup de peine à sonder les mystères et à pouvoir arriver justement à faire un certain nombre d'interventions pertinentes du point de vue de la recherche. Et dans le contexte suisse roman, avec la question des moyens d'enseignement, je pense que c'est vraiment une question cruciale. Et je profite au passage, c'est intéressant que Jean-Luc soit là aussi, parce que là-dessus, il y a des choses qui sont quand même assez culturellement marquées vis-à-vis de ça. Et à l'heure actuelle, avec le système des moyens d'enseignement, par exemple, il y a une recherche comme ACE ne peut tout simplement pas vivre en Suisse romande, parce que ce sont les moyens d'enseignement qui font office de ressources officielles, et donc il serait extrêmement difficile, il faudrait arriver à dévier les enseignants si on voulait faire vivre ce genre de recherche, et donc quelque part les placer aussi en porte-à-faux vis-à-vis des recommandations. Donc ça, c'est pour la première partie de ton exposé qui m'a énormément intéressée. J'en viens à ma question qui concerne, et je reviens sur le puzzle, j'ai envoyé une petite photo avec un extrait de Rationnels et décimaux de Guy Brousseau, pas la séquence 8.1 qui concerne le puzzle, mais celle qui vient juste après et dont on ne parle jamais lorsqu'on évoque l'agrandissement du puzzle chez Brousseau. Tu évoques cette dialectique entre le déjà là, qui relèverait d'un contrat additif sur lequel les élèves se basent pour passer de la mesure 4 à la mesure 7, et un milieu symbolique qui est un milieu problématique, l'agrandissement du puzzle. Et il est question dans ce déplacement entre comment passer du déjà là à la résolution du problème, il est question d'une adaptation à un milieu. Alors là, je voudrais remettre en scène
quelque chose qui est pour moi de l'ordre, enfin, qui figure la révolution copernicienne des analyses didactiques, qui est la prise en compte de la ternarité d'un système didactique avec les positions d'enseignant et d'enseigné, du fait que la notion de contrat didactique, de mon point de vue, mais peut-être que je ne l'ai pas encore suffisamment bien comprise, mais la notion de contrat didactique, elle se conçoit depuis des positions différentes, depuis des points de vue et des systèmes de place différents, que si les élèves entrent avec un contrat, dans un contrat de type additif, il est question du point de vue du professeur, lui, il entre dans ce contrat, ou en tout cas, il gère ce contrat avec un enjeu multiplicatif. Donc, il y a nécessairement d'emblée une tension, et donc il me semble difficile de pouvoir dire que le déjà là et le contrat additif. Je ne t'entends plus là. Oui, moi non plus. Attendez, il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je réactive mon micro, il s'est désactivé tout seul, pardon. Le contrat relève de ces différentes positions et il me semble que dans cette dialectique, les positions d'enseignants et d'enseignés n'apparaissent pas. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que tu les rétablis parce que je pense que tu n'as pas abandonné la notion de système didactique en cours de route. Et surtout, sur cette notion d'adaptation, moi, il me semble que c'est regarder les choses à très gros grains, pour le coup. Alors, je vois bien la tentative des analogies et des ponts avec Piaget, mais si l'on regarde la logique de la séquence broussardienne, il est surtout question, dans cette première étape, non pas que les élèves s'adaptent à un milieu, mais que les élèves prennent conscience d'une connaissance qui leur fait défaut et qu'ils soient du coup en situation de recevoir ou de réceptionner des éléments et notamment le travail dans un système de notation qui va leur permettre de travailler de manière multiplicative et de rentrer dans un contrat multiplicatif. Et donc, ce qui est décrit comme étant le milieu problématique, il ne s'agit pas de s'y adapter, il s'agit de percevoir, en tout cas de mon point de vue et dans mon analyse didactique, de percevoir, de prendre conscience d'une insuffisance de connaissances et ensuite de s'appuyer sur ce que le professeur va fournir, précisément le système de notation dont j'ai donné la petite photo, c'est-à-dire effectivement les mesures et leur image dans l'agrandissement, dont Brousseau nous dit, pour plus de facilité, l'enseignant ou quelquefois un des enfants qui a réussi dans l'activité précédente dispose les longueurs dans un tableau et donc on voit apparaître les mesures 4, 5, 6, 2, 9, 7, etc. Et nous dit Brousseau, il s'en trouve toujours un pour dire qu'il manque le 8 et qu'il faudrait le 1 et dès lors le contrat change parce que le milieu a changé fortement par le tableau que le professeur a introduit, qui permet d'envisager des relations scalaires entre l'espace des mesures de départ et des mesures agrandies, et que finalement, c'est cette forme de médiation par un système de notation qui est introduit délibérément par le professeur, qui va engager les élèves dans un type de tâche qui est différent, qui est celui de la recherche des rapports scalaires entre les espaces de mesure. Florence, il faut conclure. Et je terminerai là. Il y a d'autres personnes. Pour moi, ouais. Ce constat-là doit nous amener à traiter de la ternarité et à prendre en compte la relation ternaire et pas seulement une dialectique entre le déjà là des apprenants et le problème pour les apprenants. Très bien, alors stop. Alors du coup, est-ce que Gérard, tu peux répondre? Je vais essayer de répondre rapidement, oui. En fait, je pense que, bon, tu nous as expliqué Brousseau, ce qui est très bien. Je suis toujours content d'entendre parler de Brousseau. Mais ça, c'est parallèle à ce que je suis en train d'exprimer. Moi, j'ai pris un exemple justement pour dire qu'il y a dans la question de la preuve
chez Brousseau, chez Piaget, quelque chose qui est ressorti à la construction d'une situation. Ensuite, j'ai montré qu'il y avait parmi les situations qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans le puzzle de Brousseau si on ne l'abordait pas d'une façon culturelle. Une façon culturelle, ça veut dire justement, ça veut dire tout ce que tu as dit. Après, qu'il y ait une dialectique contre-milieu, ça n'empêche pas que la dialectique contre-milieu, c'est l'idée qu'on est devant n'importe qui, on arrive devant un problème avec un certain nombre de manières d'agir. Dans la classe, elles ont été fabriquées, ces manières d'agir, par, en général, l'action didactique conjointe antérieure. Donc, là, on retrouve ce que tu veux dire. Dire que le contrat est additif, ça veut dire que dans le précédent, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées et qui ont amené les élèves à penser que là, il fallait ajouter 3. Voilà, ça, c'est ça qui est crucial. Après, tout ce que tu dis alors, c'est assez amusant parce que ce que tu dis à propos de Brousseau, alors évidemment, je l'ai montré en 15 secondes, mais c'est exactement ce qu'on a prouvé, ce qu'on a montré dans le travail avec ACE. C'est le travail avec ACE, on donne une soustraction, et puis petit à petit, on construit un système symbolique avec les élèves, on double le système symbolique avec la ligne et avec la boîte, et c'est de même que chez Brousseau, il y a la fréquentation du système symbolique sur lequel il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, mais que j'ai dit d'ailleurs à droite à gauche. Mais il y a la construction du système symbolique. De même, dans ACE, on a construit un système symbolique s'inscrivant dans la lignée de ce géant qu'est Brousseau, pour que les élèves travaillent exactement de la façon dont tu l'as décrit. Donc, je prends tes remarques comme, bon, je laisse de côté les premières remarques sur le constructivisme auxquelles, évidemment, je ne peux qu'adhérer. Mais tes remarques, je les trouve très intéressantes, mais c'est comme si tu disais, en gros, à peu près la même chose que ce que j'ai dit dans la suite, mais que je n'ai pas eu le temps de dire sur Brousseau, puisque mon sujet, ce n'était pas Brousseau, mais c'était le thème de Piaget et de la question de la preuve. Voilà, mais en tous les cas, merci pour ton analyse, Florence. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, parce qu'on s'approche de 20 heures, donc la fin du séminaire. Est-ce que quelqu'un met vraiment une question extrêmement courte? Sinon, on va conclure et remercier vraiment beaucoup. Merci pour cette très belle présentation, très intégrative. Il y a aussi, je signale, Philippe Dessus, le 28 avril, qui va aborder de l'éducation fondée sur les preuves aux preuves fondées sur les pratiques éducatives, qui, je pense, vont faire écho à ton positionnement sur les preuves culturelles. Donc, ce sera très intéressant d'intégrer tout ça. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour la participation. Ton intervention sera présente sur les réseaux sociaux dans quelques temps. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous invite donc à venir écouter Béatrice Clavel, qui est professeure à l'Université de Lyon 2, le 14 avril, pour parler de la théorie de Piaget à la construction de dispositifs d'intervention psychopédagogique auprès d'enfants et d'adolescents en milieu populaire. Donc, merci à tous, très belle soirée et à très bientôt. Merci à toi et merci à tous les et bon week-end. Et puis, bientôt, il y aura ce fameux numéro d'Anaé sur toutes ces belles interventions. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir.